Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au troisième épisode de The Falcon and the Winter Soldier, avec comme d'habitude mon avis, les références, puis enfin les théories en troisième et dernière partie, et tout cela avec spoiler, bien sûr, il faut avoir vu l'épisode, et si vous voulez profiter de tout le contenu de Disney+, eh bien je vous invite à le faire en passant par le lien d'abonnement que vous trouverez en description de la vidéo, puisque cela vous permettra de soutenir la chaîne au passage, donc merci à vous. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ce troisième épisode très correct, même si je continue d'en attendre encore plus de la série. On avait de belles séquences prises séparément, mais sans que le tout ne forme, à mes yeux, un ensemble suffisamment énergique et astucieux pour me dire qu'il s'agissait là d'un grand épisode. Ceci dit, il y a quand même quelques éléments intéressants à relever, notamment pour la partie théorie, et il est bien possible que cet épisode se soit montré plus rusé qu'il ne le laisse penser de prime abord. Concernant le baron Helmut Zemo, je pense qu'il sera particulièrement apprécié par certains, alors que d'autres pourraient regretter le décalage entre cette nouvelle version et la personnalité fermée, sobre et intense de Civil War. De mon point de vue, il me semble plutôt logique de faire évoluer le personnage, et je pense qu'il aurait été un peu délicat peut-être de conserver exactement la même tonalité dans cette série que dans le film qui l'a introduit, à savoir Captain America Civil War. Et oui, je prononce Civil War, je fais ce que je veux. Ceci dit, je dois bien admettre que la transition est un peu brutale entre un militaire père de famille endeuillé en quête de vengeance d'un côté, et ce baron avec son jet, sa cagoule et son flot de dance floor de l'autre. Alors on peut éventuellement supposer que 7 années passées en prison lui ont laissé suffisamment de temps pour fantasmer à ce qu'il ferait d'une seconde vie. Pour ce qui est de Sam et Bucky, c'était plutôt à ce dernier de briller dans l'épisode, avec cette réflexion sous-jacente sur la part de sa personnalité réelle qui correspondrait à celle du Winter Soldier. Quand Zemo le teste immédiatement avec les mots codes, il estime qu'il y a encore quelque chose du tueur impitoyable dans cette tête. Et c'est peut-être le cas puisqu'en certains d'entre nous sommeillent des versions capables d'exploits et même de violence en cas de situation extrême. Difficile de savoir quelle proportion du Winter Soldier a été créée par Hydra et quelle proportion existait déjà au plus profond de James Barnes. Concernant Madripoor maintenant en tant que ville, même si on était clairement dans l'utilisation de différents clichés pour imaginer cette cité, la tonalité visuelle à mi-chemin entre celle de John Wick ou encore de Night City de Cyberpunk 2077 m'a plutôt convaincu. Disons que même si ici on avait une utilisation des couleurs qui partait peut-être dans tous les sens, un peu trop à mon goût, mais quoi qu'il en soit, on avait un véritable effort de photographie, un effort visuel qui faisait souvent cruellement défaut aux 2 premiers épisodes. En résumé, une photographie pas très subtile, du genre ces plans qui disent « Regardez-moi comme je suis jolie avec mon jaune ou mon bleu », mais pour autant, c'était vraiment pas désagréable à regarder. Pour ce qui est de la révélation finale de cet épisode, à savoir l'implication du Wakanda, eh bien elle fait du sens par rapport à tout le reste de l'histoire, et il se pourrait que cela vienne pimenter un peu le tout. Il me semble simplement que de mon point de vue subjectif, bien sûr, il manquait un moment très fort ou encore une perspective marquante pour la suite et fin de la série, pour que je puisse complètement m'enjailler sur cet épisode. Passons maintenant à la partie analyse et référence avec cette introduction en mode publicité institutionnelle pour le GRC. Ce qui est amusant ici, c'est évidemment la transition entre cette pub et le nouveau Captain qui sort d'un van de police GRC pour mener un contrôle musclé. Ceci étant dit, il faut quand même reconnaître que John Walker, en le nom du nouveau Captain America, même s'il est plutôt antipathique, reste très éloigné de la définition d'un véritable méchant pour le moment. Il est plutôt ici dans le rôle d'un représentant de l'autorité qui n'a pas envie de se faire cracher dessus, ce qu'on peut comprendre. Alors oui, bien sûr, l'idée consiste ici à commencer très légèrement à nous indiquer la violence latente du personnage, mais la séquence reste quand même très soft. On a donc ce personnage, cet Allemand qui a hébergé Carly, les Flag Smashers, qui accuse les Américains d'être devenus des brutes. Alors pour savoir si cette accusation a un véritable sens, a vraiment du fond, eh bien il faudra qu'on découvre dans la suite de la série ce qu'il en est effectivement du GRC, de la CIA et compagnie, et de ce qu'ils font véritablement au niveau du monde entier, ou en tout cas sur la question du sérum de super soldat. Et bien sûr, vous aurez compris que si je fais référence à la CIA, c'est parce que John Walker lui-même demande à Lemar, donc Battlestar, s'il y a du nouveau du côté de Langley, et Langley, bien sûr, c'est le siège de la CIA, donc c'est un raccourci pour parler de la CIA.
On peut donc en déduire qu'il y a de très fortes connexions entre le GRC, le Global Repatriation Council, et la CIA, et on sait également que la CIA travaillait sur une nouvelle version du sérum de super soldat juste avant le snap de Thanos. Un petit mot au passage sur Lemar Hoskins, Battlestar, qui semble pour l'instant jouer le rôle du gars réglo qui accompagne John Walker. Alors je ne sais pas si ça va en rester là, mais j'y reviendrai assez rapidement dans la partie théorie. Ce qui ne fait guère de doute, c'est que Walker a décidé de suivre encore une fois la piste de Sam et Bucky, puisque justement une piste, lui, il en est démuni, et ce sera sa façon à lui de retrouver les Flag Smashers, et on devrait voir ça, je suppose, dans le prochain épisode, le 4e. Dernière remarque intéressante de John Walker, il se dit que Carly, donc la meneuse des Flag Smashers, doit avoir un contact invisible pour lui, ce qui pourrait nous mener sur la piste d'une éventuelle instrumentalisation des Flag Smashers par une autre personne ou une autre institution, mais on verra ça un peu plus tard. Le nouveau face-à-face entre Bucky et Zemo rappelle bien sûr celui de Civil War, avec inversion des rôles pour celui qui est enfermé, mais toujours une paroi transparente entre les deux. Et lorsque Zemo présente ses excuses à Bucky en expliquant qu'il n'y avait rien de personnel et qu'il n'était qu'un moyen pour atteindre un objectif nécessaire, on a là la parfaite illustration du mode de pensée du personnage, machiavélique au sens propre du terme, d'où la référence au célèbre auteur avec la lecture de Zemo en prison. Pour ce qui est de la séquence Prison Break, elle est assez sympa, même si plutôt simpliste quand même. Notamment, je me demande encore d'où provenait la clé magnétique dans le livre de Machiavel justement. Ah oui, très sincèrement, je n'ai pas compris d'où provenait cette clé. Est-ce que Zemo l'avait avant que Bucky ne vienne lui rendre visite, ou est-ce que c'est Bucky qui lui a fait passer, mais dans ce cas-là comment? Si vous avez l'explication, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, il est possible que j'ai raté un petit détail, j'en sais rien. Et puis on pourrait aussi se demander pourquoi la fortune du baron Zemo n'a pas été gelée alors qu'il était incarcéré, mais bon, je n'ai pas envie de chipoter sur ce petit détail. Dans le coffre d'une des voitures de collection, on aperçoit un pistolet doré et des couteaux, mais une coupe dans le montage ne permet pas de savoir ce que Zemo emporte. Quand il passe à l'autre voiture, sa réaction à la cagoule pourrait éventuellement laisser supposer qu'il s'agirait de celle de son père, comme dans les comics. Quoi qu'il en soit, l'épisode n'offre aucune explication au sujet de cette cagoule. Et dans cette scène du garage, on a aussi Helmut Zemo qui va évoquer le risque, avec ce sérum de super soldats dans la nature, que ne se crée un groupe digne des Avengers, et je ne peux pas m'empêcher de voir là une référence, à peine masquée bien sûr, à la création des Thunderbolts ou encore des Dark Avengers, deux groupes composés de personnages plus ou moins bien intentionnés, souvent moins que plus, et dont on pourrait ici avoir les premières prémices, sans pour autant penser qu'on verra une concrétisation de ces groupes dès la série, ce sera pour a priori bien plus tard. Zemo a donc un jet privé et un majordome nommé Oznik, ce qui signifie boucher. Ouais. On navigue entre le méchant de James Bond et Bruce Wayne à la limite, ce qui est plutôt divertissant. Zemo se moque au passage de Sam et de Bucky, et il lance même une vanne sur le passage de Sam en prison, quand les événements de Civil War avaient amené le groupe opposé aux accords de Sokovie sur la prison flottante, le Raft. Le livre allemand dans lequel est placé le carnet de Bucky a pour titre Das Nein in der Liebe, un livre pour apprendre à dire non dans une relation de couple, peut-être un clin d'œil au duo que forment Sam et Bucky. On apprend surtout que ce carnet utilisé maintenant par Bucky était bel et bien celui de Steve, celui qu'il utilisait pour noter ses références de pop culture qu'il avait manqué pendant qu'il était au congélateur. Et donc on passe sur Trouble Man, une bande originale composée par Marvin Gaye pour un film éponyme sorti en 1972. Et Zemo qui partage l'avis de Sam sur Marvin Gaye, c'est un petit moment assez plaisant qui continue de positionner Zemo comme un homme de culture. Et clin d'œil supplémentaire pour les connaisseurs, Trouble Man c'est aussi la musique que Sam avait lancée dans la chambre d'hôpital de Steve à la fin de Winter Soldier, et Steve se réveillait et lui disait « On your left ». On a aussi l'expression de l'idée fondamentale de Zemo selon laquelle il ne faut pas que des super soldats deviennent des symboles. C'est une profession de foi du personnage contre le principe même des super-héros, du style de Captain America ou encore de Superman notamment. Alors que l'avion les emmène à Madripoor, on a un bref aperçu de Carly dans un camp de réfugiés, et elle vient au chevet d'une femme mourante, une certaine Donna Madani, qui serait donc sa mère. Elle tient un symbole religieux qui semble clairement avoir inspiré celui que sa fille Carly a choisi pour les Flag Smashers, une planète posée sur la paume d'une main ouverte. Dans la ville de Madripoor, Sam endosse le rôle de Conrad Mack, alias Smiling Tiger,
un personnage effectivement lié à Madripoor dans les comics. Et on a d'autres références bien sûr, comme le Princess Bar, qu'on retrouve notamment dans les BD Wolverine et qui appartient à Tiger, mais j'y reviendrai dans la partie théorie de la vidéo. Au Brass Monkey, le trio se fait remarquer. On peut se demander pourquoi Sam n'est pas reconnu et pourquoi le stratagème du soldat de l'hiver fonctionne, mais bon, pour le cas de Sam, il joue sur sa ressemblance avec un habitué, et pour Bucky, j'imagine que son parcours récent et son pardon ne sont pas forcément de notoriété publique. En résumé, dans le chaos du blip, l'idée qu'on puisse croire au retour d'une figure aussi légendaire et entourée de mystères que celle du soldat de l'hiver, surtout dans un havre de criminels, ne me semble pas si étonnante finalement. Le passage chez Selby fait encore plus cliché que le reste, pour nous français notamment, avec la chanson d'Edith Piaf, la seule chanteuse française que les Américains sont en mesure de citer. Et Sam a donc oublié d'éteindre son portable, et oui c'est un peu ridicule, mais la tentative de bluff est plutôt amusante, jusqu'à ce que sa sœur commence à parler de Cheerios. Grave erreur. Le contrat qui apparaît sur les téléphones fait complètement John Wick, et le trio est donc sauvé de manière extrêmement pratique par Sharon Carter. Sharon serait donc devenue riche en vendant des œuvres d'art, à tel point qu'elle peut organiser chez elle, dans la ville haute, une fête de luxe. Et là on a évidemment la meilleure scène de l'épisode avec Zemo qui danse. C'est facile, c'est totalement bizarre, sachant le passif du perso, mais c'est fun, avouez. Sharon Carter apparaît complètement désenchantée et même cynique, ce qui n'est pas très étonnant si absolument personne ne s'est préoccupé de son sort depuis les événements de Captain America Civil War, mais est-ce vraiment possible? Eh bien on parlera de cette éventualité et de bien d'autres choses dans la partie théorie. Dans le laboratoire secret caché dans les conteneurs, Wilfred Nagel est un nom tout droit sorti des comics là encore, mais avec des adaptations puisqu'il s'agit dans les BD d'un personnage qui reprenait directement les travaux de Erskine dès la mort de celui-ci, donc on était au début des années 1940. Pendant que les garçons papotent, Sharon Carter casse des bouches, et dans un style que j'ai trouvé non seulement plutôt cool, mais aussi étonnamment violent pour une série Disney+, notamment avec les blessures au couteau. On apprend donc que ce scientifique, Wilfred Nagel, serait passé de Hydra à la CIA puis enfin au Power Broker, ce qui est un enchaînement suffisamment intéressant pour nous interpeller, nous poser des questions, notamment dans la partie théorie bien sûr. Et puis donc il est convaincu que son sérum est bien plus efficace, bien plus subtil, comme il le dit, que celui qui a transformé Steve Rogers, puisque le sien ne transforme pas justement physiquement ceux qui le prennent, et il est plus facile de le prendre. A priori une forme de piqûre, pas besoin du sarcophage incroyable technologique dans lequel Steve était entré pour ressortir en nouveau Steve, en Captain America. En toute logique, quelques instants à peine après qu'il ait révélé tout ce qu'il savait d'utile, le scientifique est froidement assassiné par le baron Zemo, bien sûr, puisque le scientifique était susceptible de créer à nouveau le sérum. Pas question pour Zemo de prendre un tel risque. Et Zemo se la joue jeu vidéo en faisant exploser une conduite de gaz, et il semble particulièrement redoutable alors que Sam et Bucky s'engueulent, admettons. Évidemment, pas moyen que Bucky pousse son siège, fallait être plus cool dans Civil War, Sam, c'est ta faute. Et bien sûr, la scène de Sharon qui retrouve un agent à elle et une voiture, voilà qui part directement en section théorie. Avant que je n'oublie, dans une précédente vidéo, j'avais évoqué la possibilité selon laquelle les conteneurs de vaccins volés emportés par les Flag Smashers auraient en réalité contenu des doses de sérum de super soldats. A priori ce n'est pas le cas puisque le scientifique parle de 20 doses, donc je suppose que les Flag Smashers ont tout simplement diffusé de véritables vaccins, ça peut être utile. Justement on les retrouve en Lituanie avec pour objectif un centre de stockage de provisions du GRC. On apprend que Karli et Dovich étaient à Madripoor, et c'est donc là que Karli aurait trouvé de quoi soutenir ses ambitions révolutionnaires avec le sérum. Étrangement, dans ce dialogue, on comprend que Karli sait déjà que le scientifique Wilfred Nagel est mort, ce qui semble venir confirmer l'idée selon laquelle elle aurait un contact invisible, en tout cas pour l'instant. Et vous savez où est-ce que je continuerai de parler de ça, Bah oui, dans la partie théorie, c'est bien, vous suivez. Et Karli Morgenthau passe donc en mode terroriste avec l'assassinat de sang-froid des gardes du GRC attachés dans le bâtiment, ce qui ne plaira pas forcément à tous les autres membres de son groupe. Autre crise de conscience, entre-temps celle de Sam qui se demande s'il n'aurait pas mieux fait de détruire le bouclier de Captain America. Mais alors je me demande comment il aurait fait, je suis pas vraiment convaincu que son fer à repasser de la première séquence de la série aurait suffi. Un peu juste. Lorsque le trio arrive en Europe, on a donc Helmut Zemo qui va nous expliquer ce qu'est devenu la Sokovie suite aux événements d'Avengers 2, l'ère d'Ultron. Et donc le petit pays a été dépecé par ses voisins frontaliers
qui se sont partagés à différents bouts de son territoire. On peut éventuellement supposer qu'il s'agira là d'une première allusion à la Latvérie, qui est le pays du Docteur Fatalis, du Docteur Doom en VO. Mais bon, ce serait vraiment éventuellement une première allusion, et je ne dis pas que la série irait plus loin sur ce sujet. Bucky repère donc les émetteurs et apparaît Ayo, la seconde en commande des Dora Milaje, la garde personnelle du roi du Wakanda. Évidemment, suite à l'assassinat de T'Chaka, un Zemo en liberté, ça leur plaît moyen. Avant de passer à la partie théorie, je vous rappelle que l'objectif de la chaîne, c'est toujours d'atteindre rapidement les 500 000 abonnés, sinon la situation pourrait devenir bien pire qu'elle ne l'est actuellement pour vous. Si, je vous assure, c'est possible. Imaginez par exemple qu'on ait des morceaux de foie de serpent qui apparaissent dans vos bols de petit déjeuner. Eh oui, j'en suis capable. Vous faites-moi confiance, je vous le dis. Réjouissez-vous, le temps des théories est donc arrivé, et on va essentiellement parler ici de Sharon Carter. Et oui, Sharon Carter, je sais, j'ai un accent incroyable, mais aussi de la CIA du Power Broker, ou encore de Carly Morgenthau, la chef des Flag Smashers. Pour commencer en force, allons-y gaiement, je pense que cet épisode nous donnait des éléments pour comprendre que le fameux Power Broker, en réalité, c'est Sharon Carter. Après tout, le titre de cet épisode même, c'était Power Broker, et le personnage qui en ressort le plus, c'est Sharon Carter, sachant que oui, je sais, Zemo ressort aussi beaucoup dans cet épisode, mais on l'imagine difficilement dans le rôle du Power Broker, alors que justement, son grand objectif dans la vie, c'est qu'il n'y a pas plus de super-héros, ce serait un peu con d'aller diffuser du sérum. Et ce n'est pas tout, puisque la peinture murale à Madripoor dit que le Power Broker vous regarde, et peu de temps après, c'est justement ce que Sharon fait, elle observe le trio, d'abord au bar et ensuite en assassinant Selby au moment opportun. On remarque aussi qu'elle évite de se montrer auprès du scientifique, peut-être parce qu'ils se connaissaient déjà. Sharon a donc amassé une fortune considérable, et les œuvres d'art pourraient n'être qu'une couverture de sa véritable activité. En termes d'inspiration pour ce choix, j'en reviens justement au Princess Bar. Dans les comics Wolverine, l'établissement renvoie au personnage de Jason Wan, alias Tiger, une femme qui devient la boss de Madripoor. Et donc si cette idée d'une femme à la tête de Madripoor a servi de source d'inspiration à la série, je verrais bien Sharon Carter à la tête de Skull Island, comme dirait Sam. Et à partir de cette constatation, il y a plusieurs questions qui se posent, 3 plus ou moins. La première, c'est est-ce que Sharon joue un double voire un triple jeu? La deuxième, c'est est-ce que Sharon est vraiment Sharon? Et la troisième, c'est est-ce que Sharon est totalement libre de ses actes, ou est-ce qu'elle est subordonnée plus ou moins volontairement à quelqu'un d'autre? Pour commencer, oui, la question Sharon est-elle véritablement Sharon, puisque des Skrulls, il faudra bien en mettre dans le Marvel Cinematic Universe avant que ne commence la série Secret Invasion, et il faut bien dire que Sharon Carter serait une parfaite candidate. De mon point de vue, il s'agit d'une piste plutôt solide, mais d'un autre côté, je reconnais bien volontiers que cela viendrait appauvrir un développement de personnage potentiellement intéressant pour la véritable Sharon humaine. Du coup, pour l'instant, je vous propose de laisser cette hypothèse de Sharon égale une Skrull de côté. Si on part donc du principe que Sharon est la véritable Sharon, ce qui pose un grave problème logique, ce serait la totale inaction qui aurait été celle de Steve Rogers entre les événements de Civil War et ceux de Endgame. Ça paraît vraiment impossible, improbable. Comment Steve aurait pu déconner à ce point-là? Pourquoi il ne l'aurait pas aidé? C'est vraiment difficile à croire. Et si tel est le cas, on pourrait comprendre le désenchantement du personnage, complètement abandonné par le Cap, et donc par tout ce qu'il représente. Ce serait aussi une façon de souligner que Steve n'était pas parfait et que Sam pourrait être à la hauteur sans prétendre à la perfection. En revanche, si Steve Rogers, comme il l'aurait fait a priori, a véritablement aidé Sharon Carter à se sortir de sa difficile situation, ça veut dire que celle qu'on a sous les yeux est soit une Skrull, on y revient, soit qu'elle est en mission. Et rappelez-vous, on sait que le sérum est passé par Hydra, la CIA et enfin le Power Broker. Si on suit cette logique et sachant que le programme de développement du sérum par la CIA aurait été abandonné juste après le snap de Thanos, on peut supposer qu'une personne, soit du GRC, soit de la CIA, aurait relancé secrètement peut-être ce programme en passant cette fois par le Power Broker et donc Sharon. Et cette personne haut placée dans les institutions américaines et même mondiales pourrait être encore une fois le général Ross, ou même s'il n'est plus général, j'en sais rien, le président Ross,
ou une autre personne qu'on ne connaît pas, mais pour l'instant, dans ceux qu'on connaît, Ross est quand même bien positionné, et donc il pourrait être le chef plus ou moins officiel de Sharon, où il pourrait encore faire pression sur elle, éventuellement sur sa famille, que sais-je. Et pourtant, attention, ce n'est pas encore fini, puisque je parlais éventuellement de triple jeu pour l'agent Sharon Carter, et dans ce cas-là, elle pourrait être aux ordres de Ross, admettons, si c'est bien lui, mais en même temps soutenir les projets de Karli Morgenthau. En effet, je pense que le contact de Karli, c'est Sharon, et c'est pour cette raison que la meneuse des Flag Smashers savait déjà que Wilfried Nagel était mort. Dans ce cas de figure, Sharon serait donc opposée à la politique menée par le GRC, et elle aiderait Karli, ce qui expliquerait pourquoi elle dit qu'elle a 2 problèmes sur les bras, avec Sam et Bucky sur les traces de Karli, plus la mort du scientifique à justifier. Donc pour résumer, dans cette théorie, Sharon Carter serait le power broker de Madripoor, mais au-dessus d'elle, il y aurait quelqu'un du GRC, qui aurait de sombres projets bien sûr, et c'est cette personne qui enverrait des hommes à la poursuite des Flag Smashers. Allez, maintenant quelques autres petites théories un peu déconnectées pour la route. Je pense qu'on verra, je l'ai déjà dit plus ou moins, John Walker prendre le sérum de super soldat, mais reste à voir s'il le prendra de son plein gré, genre « Oh, j'ai trouvé du super sérum, paf, je me le fous dans la veine », ou si ce sera imposé plus ou moins par sa hiérarchie pour qu'il soit vraiment à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, il me semble probable que Bucky récupérera le bouclier lors de sa prochaine confrontation avec Walker, ce qui expliquerait notamment les séances d'entraînement de Bucky et Sam qu'on voyait dans une des bandes annonces. Enfin, j'espère qu'il y aura plus chez Lemar Hoskins que le bon gars qui accompagne le nouveau Captain America. J'espère qu'il sera soit un traître, donc j'en avais déjà évoqué la possibilité à la solde de cette entité mystérieuse au sein du GRC, ou alors au contraire, à l'opposé, qu'il soit une des grandes premières victimes d'un accès de violence de John Walker, ce qui contribuerait grandement à emmener le personnage, le nouveau Cap, vers le fond, jusqu'à ce qu'il ne soit plus Cap et qu'il devienne US Agent. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!